Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième TD Hermès en psychiatrie, donc qui fait suite à la deuxième cours de psychiatrie. Donc c'est un TD qui va être axé, vous allez voir, pas mal autour de la schizophrénie. On va aussi parler de troubles délirants persistants, troubles anxieux, un peu neuroleptiques et il m'en manque un, les troubles du sommeil. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Floriane Pellerin, je suis interne en psychiatrie à Paris en 6e semestre. Donc, comme pour le premier TD, en fait, on va d'abord commencer par des petits points de sémiologie, hein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, si vous avez vu tous les enregistrements, c'est hyper important. Très facile de perdre des points sur ces questions-là. Et le fait qu'on le fasse là ensemble, ça peut aussi vous permettre de rendre ça un peu plus concret. Si vous avez feuilleté par mon collège, il y a une grosse partie en fait définition de sémiologie qui est dans le premier chapitre, mais qui n'est pas forcément celui qu'on bosse quand on est externe, parce qu'il est un peu catalogue, qu'on préfère aller directement sur les pathologies. Donc voilà, comme ça permet qu'on bosse ça ensemble et que ça rende ça plus concret pour vous. Alors, est-ce que le flashback, ça associe reviviscence et dissociation? Oui. Est-ce que la déréalisation, c'est la perception de soi-même comme étrange et différent, avec l'impression d'être observateur du fonctionnement mental? Ça, c'est la dépersonnalisation, c'est pas la déréalisation. Les hallucinations intrapsychiques, c'est caractérisé par la perte de l'intimité psychique. Oui, une hallucination intrapsychique, j'ai la sensation qu'il y a une voix dans ma tête qui me parle, sur laquelle je n'ai aucun impact et aucun contrôle. Donc ça cause une perte de l'intimité psychique. La schizophasie, et c'est l'invention d'un nouveau langage, oui, la schizophasie, ça appartient à la désorganisation, donc chez le patient schizophrène. Écopraxie, répétition de mots entendus, non, c'est écholalie qui est la répétition de sons entendus, et l'écopraxie, c'est la répétition de gestes. Écopraxie, on en avait parlé dans la première conf, ça peut se retrouver plutôt dans la catatonie, ou dans l'autisme aussi, pardon. Alors, qu'est-ce qu'un délire systématisé en réseau? Un délire systématisé en réseau, c'est un délire qui est bien organisé et qui affecte tous les champs de la vie psychique, donc la réponse c'est le D, donc ça serait un secteur, un délire bien systématisé mais en secteur. Le A, un délire qui n'est pas bien organisé, du coup c'est un délire non systématisé en réseau, qui affecte tous les champs de la vie psychique, et donc le B, ça serait non systématisé en secteur. Quel est le nombre de suicides par an en France? Nombre de suicides, donc à différencier du nombre de tentatives de suicide, c'est entre 5 000 et 10 000 par an en France. C'est des ordres de grandeur, particulièrement tous les chiffres sur le suicide que vous devez bien avoir en tête. Alors, on fait les questions, on commence un peu par le sommeil. Le sommeil, c'est souvent... c'est vrai que dans les cours de psy, ça pouvait passer facilement à la trappe. Là, moi, je vous en parle parce que, donc, je l'ai déjà dit hier, mais il y a eu des questions dessus dans un concours blanc qui avait fait beaucoup de mal. Et depuis, c'est une demande qu'on a auprès des externes un peu partout de faire des points sommeil. Donc, on en parle là voilà, pour vous aider dans vos révisions, mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus passionnante pour vous comme pour moi. Est-ce que le sommeil paradoxal représente la majorité du temps de sommeil total? Alors, non. Est-ce que le sommeil lent profond permet chez l'enfant la sécrétion d'hormones de croissance? Je crois que oui. Sommeil lent caractérisé par une activité EEG rapide, non, une activité EEG lente. Alternance veille-sommeil régie par les processus homéostatiques et circadiens? Oui. Est-ce qu'un hypnogramme permet de visualiser l'alternance des cycles du sommeil? Oui aussi. Processus homéostatique, c'est le fait qu'au cours de la journée, vous accumulez progressivement de la fatigue. Au bout d'un moment, il y a une pression du sommeil qui fait qu'on s'endort le soir parce que vous avez accumulé de la fatigue. Ça, c'est le processus homéostatique. Et le processus circadien, donc c'est lié en grande partie à la luminosité du jour, avec une sécrétion d'hormones, et donc la sécrétion de l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, qui se fait le soir à partir du moment où la lumière extérieure diminue. C'est ça, c'est deux processus qui sont différents, il ne faut pas les confondre. Quels conseils pourriez-vous donner à un patient adulte pour améliorer la qualité de son sommeil? Donc, dormir dans une chambre chauffée à 25 degrés, non. 25 degrés, c'est beaucoup trop chaud, plutôt aux alentours de 18 degrés. Garder des heures de coucher et de lever réguliers, y compris le week-end, oui. Malheureusement, la grasse matinée, c'est pas recommandé. Favoriser la consommation de sucre lent au dîner,
Je ne sais plus. On va regarder ensemble parce que là j'ai un trou. Éviter la nicotine une heure avant le coucher, oui. Une nicotine considérée plutôt comme un excitant qui donc, du coup rend plus compliqué l'endormissement. Favoriser une activité physique régulière le soir, non plus. Et donc consommation de sucre lent au dîner, ok. Je me souvenais plus. Donc voilà, tout ça c'est du rang A, hein, ça peut sembler comme ça très anodin, mais en plus ça c'est très facile de vous le faire tomber dans un mini DP, voilà, de patients. La conf 2 c'était avec une patiente âgée, mais on pourrait vous le faire avec une patiente de 30 ans qui vient parce qu'elle a des troubles du sommeil. Enfin, c'est très très facile de vous faire tomber ces points-là. C'est pas très compliqué à retenir. Globalement, c'est plutôt du bon sens. Troubles du sommeil. Donc on continue toujours sur ça. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des parasomnies? Donc la narcolepsie non, le syndrome d'apnée du sommeil non plus, réveil confusionnel, somnambulisme, terreur nocturne, tout ça, c'est des parasomnies. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les parasomnies? Déjà, il faut savoir, donc c'est lié à des perturbations du fonctionnement du système du sommeil. Il y a deux types de parasomnies, celles qui sont pendant le sommeil lent profond et celles qui sont pendant le sommeil paradoxal. Celles du sommeil lent profond, elles sont plus fréquentes chez l'enfant parce que chez l'enfant, le sommeil lent est majoritaire, ce qui n'est pas le cas chez l'adulte. Ça s'atténue à l'adolescence, que donc justement les cycles du sommeil et la physiologie des cycles du sommeil, la répartition des différents types de sommeil, elle évolue. Et donc avec l'adolescence, on a de moins en moins de sommeil lent profond. Et classiquement, ça a lieu plutôt en première partie de nuit. Donc ça s'atténue, voire disparaît à l'adolescence. Donc il y en a trois. Donc le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Parasomnie du sommeil paradoxal, bon, il y a le trou des cauchemars. Et surtout celui qui est important à connaître, parce qu'il est beaucoup plus qu'il est transnosographique, c'est les troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui peut être prodromique ou accompagner une maladie de Parkinson. Celui-là, il est vraiment à connaître. Toujours les troubles du sommeil. Donc, on a des parents qui vont faire part de leurs inquiétudes concernant le sommeil de leur jeune enfant de 4 ans. Parfois, en début de nuit, il pousse de grands cris. Ses parents le retrouvent en sueur, son cœur bat très vite, il a du mal à respirer, ajoute la maman. Il est difficilement réassurable, il finit par se réveiller et finalement se rendort. Quel diagnostic on évoque? On va évoquer, si ça veut bien, un diagnostic de terreur nocturne. Pourquoi? Parce que trouble du sommeil en début de nuit, parce qu'il se rendort facilement, parce qu'on est chez un enfant. À l'indifférence donc, du cauchemar, qui a plutôt lieu en fin de nuit, où il n'y a pas de trouble du comportement, c'est-à-dire que là, l'enfant, il va crier, il va être en sueur, ça c'est le genre de choses qui n'arrive pas sur un cauchemar. Dans la terreur nocturne, le sujet il est dit absent, peu accessible, avec une amnésie des faits et un retour facile au réveil, là où en cauchemar, il y a un réveil, avec une rassurance qui est possible, encore plus chez un enfant qui va être très effrayé par ce qu'il vient de vivre, le retour au sommeil va être difficile. Même déjà pour des adultes, mais pour un enfant, c'est pire. Alors, trouble du sommeil, je crois que c'est le dernier, on va pouvoir parler après de choses plus intéressantes. Donc sur le syndrome d'apnée du sommeil, qui est un item qui est vraiment essentiel, si vous avez la flemme de bosser les troubles du sommeil, celui-là, vous pouvez pas faire l'impasse, ça tombe quasiment tous les ans en concours, ça peut tomber dans des tableaux d'implication avec la psychiatrie, c'est ce qui est tombé en 2021 pour mon année de concours. Donc, lesquelles sont évocatrices d'un syndrome d'apnée du sommeil, céphalée matinale, altération cognitive, trouble de la libido, hypersalivation nocturne, tout ça c'est vrai. Je redétaille pas à fond le syndrome d'apnée du sommeil parce que je pense que vous en cours de pneumo, ils sont bien plus compétents que moi pour vous parler de toute la prise en charge. Mais vraiment, faites pas l'impasse sur ce chapitre, c'est essentiel. On revient sur de la psychiatrie plus classique. Alors, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Sur l'agitation. Est-ce que certains traitements antipaludéens peuvent entraîner une agitation? Oui. Est-ce qu'il faut toujours rechercher une confusion? Oui aussi. Est-ce qu'un sevrage en substances psychoactives, c'est une étiologie d'agitation? Oui. Est-ce qu'il faut privilégier la bithérapie afin de garantir une sédation suffisante pour s'assurer de protéger les équipes soignantes? Non. Monothérapie, vous gardez vraiment bien en tête que tous les traitements psychotropes, ça a une multitude
d'effets secondaires. Donc pour le bien-être du patient, monothérapie. C'est pas forcément ce qui se fait en pratique, mais c'est ce que vous devez retenir pour le concours. L'agitation survient uniquement chez les patients ayant des antécédents psychiatriques. Non, non, non et non. Ça survient sur plein de patients, sur un tableau confusionnel, donc ça arrive évidemment pas exclusif à un antécédent psychiatrique. Il y a plein de causes iatrogènes ou autres, une maladie de Cushing, des troubles thyroïdiens, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait face à un patient agité? Est-ce que quand on est face à un patient agité, est-ce qu'on lui fait une prise de karaté pour le plaquer au sol? Parce que vous n'avez pas trop de doute, hein, évidemment qu'on ne fait pas ça. Est-ce qu'on appelle du renfort? Oui, c'est essentiel, c'est la première chose à faire dans les services de psychiatrie. Alors voilà, nous on n'a pas, c'est notre nom, on a deux urgences en psychiatrie, hein, donc la crise suicidaire et l'agitation. Et nous, pour pouvoir gérer une agitation sans mettre au danger, en fait, nous on a des systèmes d'alerte un peu généralisés où d'un coup on a une sonnerie dans tout le bâtiment pour indiquer qu'il y a un patient qui est en train de s'agiter. Et d'un coup, vous voyez tout le monde qui se met à courir. Pourquoi on se met tous à courir? Parce qu'on sait que le nombre, c'est ça qui va permettre de calmer le patient, ça va aussi permettre de protéger le collègue, évidemment. Mais vraiment, un patient qui se retrouve dans un 1 contre 1 face à un soignant versus 1 contre 10, tout de suite, avec un ratio de 10 pour 1, permettez de faire de la désescalade, le patient accède beaucoup plus facilement de prendre son traitement, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à une injection, vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusqu'à de la contention, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Est-ce que je poursuis les négociations avec le patient pour obtenir son consentement? On va essayer, mais c'est pas forcément la priorité quand le patient il est agité. Est-ce qu'on fait une contention physique après un bilan pré-thérapeutique? Non, pas en première ligne. Enfin, déjà, on ne fait pas de bilan pré-thérapeutique pour la contention. Déjà, premier point, il y a pas besoin. Deuxièmement, contention physique, hein, vraiment, c'est le traitement de dernière ligne de l'agitation. On va d'abord essayer autant que possible de parler avec le patient, proposer un traitement Péros, d'appeler du renfort. Et s'il ne veut pas, on va forcément être dans un escalade thérapeutique, mais on fait tout pour l'éviter. Traitement sédatif par neuroleptique ou benzodiazépine Péros, si refus IM, oui. Non IM intramusculaire.